Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'engagement des salariés dans les TPE-PME et plus précisément au rôle que peut jouer l'épargne salariale et retraite pour répondre aux enjeux de ces entreprises. Alors, face aux défis de l'absentéisme, aux nouveaux rapports également au travail, de l'accélération du turnover, et puis, dans un contexte réglementaire qui évolue, l'épargne salariale et retraite s'impose aujourd'hui comme un levier RH incontournable. Quelles sont vraiment les attentes des collaborateurs? Que change la nouvelle loi sur le partage de la valeur? Comment les entreprises peuvent exploiter le potentiel de l'épargne salariale et retraite? Et enfin, quels sont les bons réflexes et les pièges à éviter? On en parle avec mes invités. D'abord, Virginie Ardouin. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes consultante culture RH et responsable RH Finistère Habitat. À vos côtés, Jean-Luc Roland. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes, quant à vous, expert épargne salariale au sein du groupe Vive. Et puis, à mes côtés, Christophe Audelan. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Airparif, une association qui compte 80 salariés et surtout qui surveille et informe sur la qualité de l'air en Île-de-France. Et enfin, bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes donc Catherine Prader, directrice exécutive Grand Sud chez Harmonie Mutuelle. Merci à tous les quatre d'être là aujourd'hui donc, pour parler de ce sujet fondamental, majeur, de l'épargne salariale et retraite. Si vous, dans le public, vous qui nous écoutez, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Nos experts se feront un plaisir d'y répondre en direct. Alors, on va commencer donc ce webinaire avec vous. Je me tourne vers vous, Virginie, parce que j'aimerais d'abord qu'on comprenne ce qu'implique l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition précise du mot engagement dans une entreprise aujourd'hui ? Alors, quand on parle d'engagement, aujourd'hui, on parle surtout d'une dimension affective des collaborateurs envers leur organisation. Je m'explique, ça va être ce sentiment d'appartenance qu'on peut avoir de nos salariés qui vont se surpasser pour dépasser leurs objectifs, qui vont effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre leurs objectifs, mais aussi les objectifs de l'entreprise qui deviennent finalement les leurs. Donc, on est vraiment dans une dimension très affective derrière et à ne pas confondre avec la motivation. La motivation, c'est ce qui vous donne envie le matin d'aller au travail, de dépasser vos attentes, d'aller un petit peu plus loin sur vos objectifs mensuels de vente ou autre. Donc, on est vraiment sur deux sujets différents. La motivation, elle va être peut-être sur le court terme. L'engagement, lui, il a vraiment une dimension long terme, une dimension assez pérenne. Ça va être le moteur, finalement, le sens, le pourquoi. On va travailler au sein d'une entreprise et c'est effectivement aujourd'hui un vrai enjeu des sociétés, puisque on peut mesurer le désengagement des collaborateurs. Oui. Ça va être le turnover, ça va être l'absentéisme, ça va être aussi une perte d'innovation, puisque on aura moins de créativité des collaborateurs dans l'entreprise, une non-atteinte des résultats. Donc on mesure le désengagement. Donc on imagine bien que cet engagement qui va contribuer à la performance collective de l'entreprise, c'est un vrai enjeu derrière pour toutes les sociétés aujourd'hui, qu'il s'agisse des TPE, PME, mais également des grands groupes, puisqu'on a un vrai sujet d'engagement des collaborateurs, sachant qu'une étude récente a démontré qu'il y avait 6% des Français qui s'estimaient engagés au sein de leur entreprise. Donc on peut mesurer effectivement les enjeux qu'il y a derrière. Et ce n'est pas une question de génération. Ah oui, il n'y a pas de différence entre... Alors, on peut penser que la génération Z est moins engagée, oui, effectivement, puisqu'elle le dit peut-être plus facilement sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, pas mais de aujourd'hui, CDI, etc. Voilà. Aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit la génération X, les millénials, la génération Z, il y a un vrai sujet d'engagement, un vrai besoin d'appartenance au sein d'une entreprise et un rapport au travail qui a évolué et notamment une recherche de reconnaissance de l'entreprise envers les collaborateurs. Christophe, dites-nous, vous, comment vous percevez cette notion d'engagement, vous qui êtes donc dirigeant d'entreprise, vous êtes à la tête d'Airparif qui compte 80 salariés. Oui, tout à fait. Alors, l'engagement chez nous, c'est la volonté du salarié de contribuer à la réalisation des objectifs et des ambitions stratégiques d'Airparif. C'est Airparif, on a aussi la chance d'avoir du sens au travail puisqu'on a une mission de quasi-service public. On informe et surveille la qualité de l'air en Île-de-France.
On est porté par des valeurs d'indépendance de notre activité, de transparence de l'information qu'on fournit, d'expertise aussi humaine, mais aussi technique des mesures qu'on produit. Et tout ça, ça donne déjà du sens au travail à l'ensemble de nos collaborateurs. On rajoute aussi cette notion d'engagement via une qualité de vie au travail qui est importante aussi, puisque chez nous, on a un management assez proche des équipes qui leur laisse de l'autonomie. On veille bien sûr à une bonne qualité de vie au travail via la déconnexion numérique, via une bonne articulation entre la vie perso et la vie professionnelle. Et tout ça, ça favorise aussi l'engagement de nos collaborateurs. Dans le fond, Catherine, l'engagement des salariés, c'est d'abord l'engagement des entreprises avec toutes les actions qu'elles peuvent mener. Christophe Audelan en a cité quelques-unes, par exemple, pour Air Parif. C'est exactement ça. Pour moi, l'engagement des salariés, il ne se décrète pas. C'est vraiment la résultante d'un certain nombre de facteurs, comme l'ont cité Virginie et Christophe. Et pour moi, il y a 2 points qui sont majeurs dans l'engagement que va prendre l'entreprise envers ses salariés. C'est effectivement cette notion de réciprocité. On peut parler aussi de symétrie des attentions. Je pense que l'engagement à sens unique, ça ne marche pas, ou en tout cas, ça ne marche pas longtemps. Oui. Donc, c'est important que les entreprises s'engagent envers leurs salariés de la même façon qu'elles souhaitent qu'ils s'engagent pour l'entreprise. On parle aussi, régulièrement de symétrie des attentions, c'est-à-dire si je veux que mes salariés s'occupent bien de mes clients, eh bien, moi, je dois aussi bien m'occuper de mes salariés pour qu'ils puissent le faire dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est le premier point de l'engagement. Et puis, je rebondis sur ce que disait Virginie sur l'engagement dans la durée. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si les carrières ne sont plus linéaires et qu'elles ne se passent pas toutes dans une seule entreprise toute sa vie, il est important que l'entreprise montre son engagement envers ses salariés dans la durée, qu'elle montre qu'elle a envie de les accompagner dans la durée, que ce soit dans leur carrière, dans leur développement de compétences, mais aussi dans leur projet de vie et dans leurs préoccupations d'avenir. On est vraiment là dans une notion d'engagement dans la durée. Pour moi, c'est important. Virginie, comment engager les équipes? Quel travail doivent mener les entreprises pour conserver un fort taux d'engagement de leurs salariés? Alors, pour engager les collaborateurs, il faut des organisations et un mode de management engageant. On parlait effectivement de réciprocité. Oui. Cet engagement se fait des 2 côtés. Et c'est là, effectivement, qu'on peut avoir plusieurs leviers. Il n'y a pas un seul levier d'engagement à mettre en œuvre. C'est toute une politique RH au sein de l'entreprise qui doit être développée pour favoriser ces engagements. Et avec des parcours de vie, des projets professionnels ou des projets personnels différents qui fait qu'il faut être très à l'écoute finalement des attentes des collaborateurs, d'identifier leurs besoins pour bien comprendre comment y répondre, pour avoir effectivement cette réciprocité qui est nécessaire à développer ce sentiment d'engagement. Et là, on va citer peut-être les leviers les plus classiques qui ont déjà été évoqués par Christophe, l'égalité, toute la partie équité, toute la partie management de proximité. Ça va être aussi l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de nos collaborateurs qui est très attendue, que ce soit en termes de temps, de télétravail, de flexibilité des horaires. On va aussi avoir besoin de développement des compétences, de pouvoir projeter les collaborateurs sur des parcours de carrière qui leur donnent du sens et qui permettent leur épanouissement. Et puis, on va avoir aussi cette question de rémunération avec des leviers de rémunération motivants pour nos collaborateurs, puisque l'objectif, c'est quand même de les fidéliser et aussi d'attirer ces nouvelles générations vers l'entreprise qu'elle aurait tendance aujourd'hui à faire un pas de côté en se disant où est l'engagement des entreprises vis-à-vis de moi. Donc aujourd'hui, ce sont aussi des forts enjeux qui doivent être déployés, mais pas sur un seul volet. Et je rebondis sur la rémunération. Est-ce que c'est le nerf de la guerre? Alors ça reste le nerf de la guerre. C'est peut-être plus le seul critère aujourd'hui pour un collaborateur pour rester dans l'entreprise ou rejoindre une entreprise, mais ça reste effectivement un vrai levier d'engagement puisqu'on est là sur la reconnaissance des collaborateurs, la reconnaissance de leur contribution à l'entreprise via leur performance individuelle, leur performance collective. Et effectivement, la rémunération, c'est un levier de reconnaissance et donc un levier d'engagement pour les salariés et pour les entreprises.
Vous partagez ce constat, Christophe ? Oui, bien sûr. Alors, la rémunération, c'est important, c'est le nerf de la guerre, surtout dans ces périodes un petit peu d'inflation où c'est un sujet, une préoccupation qui revient très fréquemment dans les discussions ou les négociations annuelles obligatoires. Nous avons des contraintes aussi. Nous sommes financés par de l'argent public, donc des contraintes de financement. Mais dès qu'on peut, on essaye d'améliorer les situations des salariés. En 2023, on a bénéficié et profité de la PPV qui a été mise en place chez nous et qui, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais qui un système d'optimisation un petit peu de ce qu'on peut donner aux salariés. Puisqu'il y a des avantages d'exonération fiscale et sociale importantes. Mais c'est aussi d'essayer de valoriser d'autres compléments de rémunération qui doivent être pris en compte par les salariés, les avantages qu'on peut accorder en termes de prévoyance santé, de prévoyance invalidité. On a mis en place le forfait mobilité durable, chez nous, parce que c'est important aussi de sensibiliser les collaborateurs à l'usage de transports en commun, surtout à Airparif. Voilà, c'est tous ces autres avantages qu'on souhaite aussi mettre en avant dans le cadre de notre politique salariale dans notre entreprise. Je voyais, Virginie, vous hochiez la tête, parce que ça reste la rémunération un levier très fort. C'est un levier très fort et on le voit notamment, on est dans les entreprises en pleine phase de négociations annuelles obligatoires, notamment sur la rémunération. Et on voit bien les attentes des salariés sur ces sujets, que ce soit notamment sur leurs demandes via les augmentations collectives ou face à une situation où ils subissent aussi les difficultés, une baisse du pouvoir d'achat, l'inflation. Effectivement, les premières demandes sont plutôt sur la rémunération collective et sur les augmentations collectives, ou voire d'autres dispositifs qui sont liés effectivement au pouvoir d'achat de nos collaborateurs, et pas seulement la rémunération individuelle, effectivement. Nous, on a axé plutôt sur le collectif en 2023 et 2024. D'accord. Voilà. Donc, mais la rémunération reste vraiment un sujet important et un vrai sujet, quelle que soit la génération. Tout à fait. Oui. Ça reste un vrai sujet, même si aujourd'hui, les jeunes actifs qui rentrent sur le marché du travail vont être très attentifs, effectivement, au sens de l'entreprise, au sens qu'ils vont donner au travail, à cet épanouissement aussi personnel, puisqu'il y a plusieurs projets de vie aujourd'hui. Donc, on peut effectivement être amené à avoir plusieurs projets, mais il y a aussi cette envie de se projeter. Aujourd'hui, un jeune actif, il va avoir envie de financer son premier achat immobilier. Il n'est peut-être pas encore à se préoccuper de préparer sa retraite, mais peut-être aussi d'avoir un compte épargne-temps pour son projet de tour du monde. Donc aujourd'hui aussi, les attentes évoluent par rapport à ça. Tout en ayant aussi un contexte aussi économique pour les entreprises plus compliqué. Où il peut être parfois difficile de se projeter nous-mêmes en tant que dirigeants ou responsables RH qui sommes aussi garants de cette rémunération équitable envers les collaborateurs. C'est un des leviers, mais ce n'est plus le seul levier, contrairement à peut-être il y a quelques années. Vous parlez de partage de valeur au sujet du partage de la valeur. En décembre dernier, Jean-Luc, a été promulguée une nouvelle loi et qui va permettre de fidéliser et d'engager les collaborateurs. Qu'est-ce qui va changer dans le fond concrètement ? Alors, avant de parler de ce qui va changer, en fait, peut-être faut-il commencer par dire que c'est un peu la continuité de choses qui existent déjà, en fait, parce que l'épargne salariale, en fait, c'est pas nouveau. Donc, on en parle depuis des années. Comme à l'habitude, effectivement, un dispositif et les dispositifs d'épargne salariale sont devenus pertinents, ou en tout cas, se sont développés dans les entreprises quand elles sont devenues obligatoires, ces solutions. Donc, en fait, la loi sur le partage de valeur, pour moi, c'est le prolongement de ce qui existait déjà par le passé avec l'épargne salariale. C'est vraiment cette volonté de dire, puisque ces solutions ont surtout infusé, en fait, les entreprises de grande taille, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que des entreprises qui n'y allaient pas, des collaborateurs qui n'en bénéficiaient pas, en bénéficient à l'avenir au travers de ce nouveau dispositif. D'accord. Donc, en fait, c'est la continuité. Exactement. Et c'est pas une révolution, si je peux dire. Enfin... Ça peut l'être quand même, parce qu'en fait, les entreprises qui comptent entre 11 et 49 salariés se verront obligées, à compter de janvier 2025, de mettre en place un dispositif de partage de valeur. Alors, quand je dis les entreprises, pas toutes, simplement les entreprises qui feront au moins 1% de bénéfices rapportés au chiffre d'affaires, bénéfices fiscaux. Donc, il y a quelques limites, et on est dans une phase expérimentale de 5 ans, mais pour autant, il y aura bien cette nécessité de trouver un dispositif de
partage de valeur, effectivement, à mettre en place dans l'entreprise, dans 4 possibilités majeures qu'on pourra évoquer tout à l'heure, si vous voulez. Oui, avant, j'aimerais poser une question à Catherine. Qu'est-ce qui va... c'est une continuité, cette loi sur le partage de la valeur, mais qu'est-ce que ça va apporter c'est un moyen de quoi, le partage de la valeur? Les dispositifs de partage de la valeur, quels qu'ils soient, c'est vraiment un moyen d'associer et d'embarquer les collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise et dans ses projets. Par exemple, un accord d'intéressement va pouvoir venir soutenir un plan de développement, un plan de transformation, en venant récompenser financièrement des objectifs de transformation ou ces objectifs de développement, indépendamment ou on va dire de manière complémentaire par rapport à l'activité habituelle. Donc ça, c'est vraiment un moyen de rendre la stratégie concrète et lisible par les salariés. Et c'est aussi un dispositif qui s'adapte et qui peut être évolutif en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point, je pense, important pour les entreprises de pouvoir matérialiser leur stratégie via ces dispositifs. Et puis, c'est des dispositifs qui sont vraiment à la croisée des chemins, en fait, de plusieurs sujets. De la politique de rémunération, on a parlé, bien évidemment, oui. C'est un élément de rémunération, mais aussi de la politique sociale de l'entreprise. Quand une entreprise, le choix d'un dispositif de rémunération, quel qu'il soit, parce qu'on a vu, l'éventail est large, il n'est jamais anodin. Et quand une entreprise choisit de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, ça dit quelque chose du projet qu'elle a pour ses salariés et de la façon dont elle les place au cœur de son projet ou pas. C'est vraiment un marqueur social assez fort. Et puis, c'est aussi le fait... De s'inscrire dans cette durée, puisque oui, vous en parlez le temps long, les dispositifs d'épargne salariale et de retraite, c'est un engagement finalement de l'entreprise d'accompagner les salariés dans la durée, de les aider à préparer leur projet de vie, leur projet de retraite, mais en tout cas de les accompagner dans le temps. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers encore avec ces dispositifs, comment fonctionnent-ils d'abord et puis quels sont leurs bénéfices, Jean-Luc ? Si on commence peut-être par une vision un peu globale, en fait, en matière de... Je vais parler d'épargne salariale, en fait, c'est le terme. On a déjà dans ce dispositif global, dans ce système, ce que l'on peut appeler, en fait, des systèmes de partage de valeur qui préexistaient, en fait. Donc, on a la participation, qui est une manière d'associer les collaborateurs aux bénéfices quand ils sont réalisés par l'entreprise. Oui. Un système assez mécanique, effectivement, mais en tout cas, qui permet de verser des primes. En cela, peut-être un peu moins motivant que ce qu'évoquait Catherine à l'instant, qui est l'accord d'intéressement, où là, véritablement, on est sur un outil de management, en fait. Donc, on a parlé d'engagement. Je crois que l'engagement et puis le partage de valeurs, ça pourrait s'entendre aussi sous l'aspect partage des valeurs, finalement. Parce que l'idée, c'est d'associer les collaborateurs à la vie de l'entreprise, de les mobiliser sur des objectifs à court terme, à moyen terme, et puis, moyennant l'atteinte de ces objectifs, de verser des primes, donc des compléments de rémunération, avec des avantages substantiels pour l'entreprise en termes d'avantages, comme le disait tout à l'heure monsieur, donc en termes d'avantages sociaux et fiscaux, en fait. Donc, voilà. Mais... D'accord, donc, mais il y a plusieurs dispositifs. Il y a par exemple PE, le plan d'épargne entreprise. Qu'est-ce que ça permet aux salariés ou je pense au PERCOL aussi. Parce qu'en fait, on n'est pas allé au bout, effectivement. Mais il y a d'abord ces dispositifs de partage de valeur. Donc je les cite dans l'ordre. Donc participation, intéressement. On peut être aussi sur de l'abondement qui là est un accélérateur d'épargne et qui va m'amener à parler des plans derrière. D'accord. Et puis on a aussi cette prime de partage de valeur qui était un greffon en fait un petit peu à côté de ce dispositif global d'épargne salariale et qui va réintégrer finalement le giron de l'épargne salariale. Donc ça, c'est le dispositif véritablement de partage de valeur. C'est l'entreprise qui contribue, qui verse en fait des fonds aux collaborateurs. L'aspect suivant, en fait, là on est vraiment dans l'épargne salariale, c'est l'encouragement que l'on peut donner en fait à des collaborateurs qui décident d'épargner, en leur permettant de verser des sommes sur des plans, que sont les PEE, traditionnellement, plan d'épargne entreprise bloqué 5 ans, en contrepartie de quoi, en fait, on dispose d'un avantage fiscal. Les sommes ne sont pas déclarées dans les impôts sur le revenu, dans les revenus et ne sont pas imposables. Et à côté, ce qu'on appelle le PERCOL aujourd'hui. Oui. Donc, c'est un PER créé par la loi Pacte, plan d'épargne retraite, dont la vocation est vraiment de préparer la retraite future des collaborateurs. Et donc, les collaborateurs, les salariés des entreprises ont la possibilité de verser, en fait, les sommes issus des partages de valeur sur l'un ou l'autre des plans. Voilà. Ou d'ailleurs de les toucher directement. Ça reste un point important qui était évoqué parce que des populations jeunes peuvent, par exemple, se dire moi, j'ai pas forcément vocation... D'abord, j'ai pas d'intérêt fiscal, j'ai pas de levier fiscal. Deuxièmement, en fait, la retraite est un sujet qui, pour l'instant,
à tort ou à raison en tout cas, mais pour l'instant n'est pas mon sujet. Oui, les jeunes donc le choix, c'est toujours est-ce que je touche tout de suite? Est-ce que je décide d'épargner avec un avantage fiscal sur un PEE bloqué 5 ans avec des motifs de sortie qui sont importants, mariage, arrivée d'un 3e enfant, etc. Ou est-ce que je bloque pour ma retraite, cette fois-ci avec le fait de revoir ce capital en sortie, quand on prend sa retraite, ou alors pour les événements majeurs de la vie, que sont par exemple l'acquisition d'une résidence principale. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez, le dispositif est assez large en fait. Et ça correspond finalement aux attentes propres de chacun. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut l'utiliser en fait en fonction de ses propres objectifs. C'est ce qui est intéressant. Et vraiment en fait, quand on réfléchit ce dispositif, on a vraiment toute l'attitude avec l'entreprise pour trouver la bonne combinaison au service des objectifs de l'entreprise. En fait. Il existe même un 3e dispositif, dites-moi. Le PERO, le plan d'épargne retraite obligatoire. Donc vraiment, ça correspond vraiment. Chaque collaborateur peut avoir son propre dispositif, enfin en tout cas en fonction de ses moments de la vie. Alors, le PERO, c'est encore un dispositif un petit peu différent, puisque c'est autant le PEE et le PERCOL sont des dispositifs d'épargne salariale où le salarié est finalement libre de choisir d'épargner ou pas. C'est lui qui définit s'il a envie ou pas d'épargner. Le PERO, lui, c'est un contrat retraite collective qui est abondé notamment par l'entreprise de manière pérenne et dans la durée, et qui est là, lui, fléché uniquement vers la retraite. Et c'est vraiment l'entreprise qui choisit volontairement, finalement, de cotiser de manière supplémentaire et volontaire en faveur des conditions financières de départ à la retraite de ses salariés. Donc c'est un engagement un petit peu différent. Je peux préciser peut-être un point, c'est que le PER obligatoire, en fait, qui n'entre pas dans les dispositifs qui seront à mettre en place dans les entreprises. Oui, pour la loi. Pour la loi partage de valeur, effectivement, sur le partage de la valeur, en fait, donc ce PERO n'y entre pas. Pour autant, il est intéressant. Il a un autre intérêt, c'est que contrairement aux solutions d'épargne salariale qui ont nécessairement la vocation à intéresser tous les salariés, là, on est dans une offre qu'on appelle catégorielle et qui permet de dire pour une entreprise qui a de moindres moyens, parce qu'en fait, il y a aussi quand même ça. Hein, partager la valeur, c'est beau, mais il faut la créer. Oui. Et il faut effectivement, quand on est chef d'entreprise, en avoir les moyens, la volonté. Enfin, donc c'est pas si simple toujours. Et donc ce PERO est intéressant parce qu'il permet d'avoir une approche catégorielle et de dire finalement, je vais privilégier en fait peut-être un noyau dur de collaborateurs qui sont qui portent l'entreprise. Donc c'est une solution qu'il faut pas négliger, mais qui est un petit peu à côté de ces dispositifs de partage de valeur qu'on évoque aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces dispositifs peuvent être combinés en fait. Voilà, il y a pas ils sont pas exhaustifs les uns des autres. On peut tout à fait les combiner. Ça, c'est un point important, c'est vrai. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, je crois, chez Air Paris. Oui, concernant tous ces dispositifs, nous, on a été assez précurseurs sur le PER obligatoire, anciennement retraite sur complémentaire, article 83, pour ceux qui l'ont connu sous cette appellation-là. Précisément. Précisément. Voilà. Et depuis 25 ans, nous, on a souhaité mettre en place ce dispositif à l'intention de l'ensemble des collaborateurs sur des cotisations assez importantes. On est à 6,5% de la tranche A sur les salaires, dont 5% versés par la société, avec un petit partage salarié aussi. Presque 5% sur les tranches B, donc c'est quand même des niveaux de retraite capitalisés importants qui garantissent à l'âge de la retraite une rente versée aux salariés ou la possibilité maintenant de le prendre de façon automatique et immédiate. Ça, c'est le premier dispositif. Depuis 5 ans, on a mis en place aussi un accord d'intéressement parce qu'on jugeait utile et pertinent d'associer nos salariés à des objectifs d'activité de l'entreprise. Ça a été aussi l'occasion de développer un dialogue social pour négocier cet accord, le renouveler régulièrement, puisque il y a 3 ans de validité maximum. Et les salariés, comme l'a très bien décrit monsieur, ont le choix soit de récupérer la prime d'intéressement immédiatement, soit de la verser au choix du salarié sur un plan d'épargne entreprise ou sur un plan d'épargne retraite, pour lui constituer aussi un complément de retraite plus tard. On a également un 3e dispositif chez nous, puisque dans une logique un petit peu de travailler plus pour épargner plus, les salariés utilisent un droit du Code du travail qui leur permet de placer jusqu'à 10 jours de congé ou de RTT sur un plan d'épargne retraite également.
tous ces dispositifs se cumulent. Possiblement, juste le père obligatoire est lui une décision de l'entreprise. Les autres dispositifs, comme on l'a très bien dit, sont facultatifs et à l'usage des salariés. Ouais. Christophe nous a parlé des avantages de ces dispositifs. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Catherine Prader? Pardon. Oui, moi je pense que c'est des dispositifs alors qui présentent des avantages à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le salarié, comme on l'a vu. Pour l'entreprise, les dispositifs de partage de la valeur ont l'avantage d'être des dispositifs qui sont souples, qui sont réversibles et qui s'adaptent complètement à la situation de l'entreprise. Par exemple, un accord d'intéressement ou la décision de verser une prime de partage de la valeur, on va pouvoir la prendre lorsqu'il y a vraiment une création de valeur, quand la situation le permet. Mais à l'inverse, si la situation économique est plus instable ou si les conditions d'un accord d'intéressement ne sont pas remplies, eh bien, les critères ne se déclenchent pas et donc l'entreprise n'est pas tenue obligatoirement de verser une prime. Donc, du coup, voilà, ça lui permet de s'adapter à sa situation et vraiment de tenir compte de la situation économique de l'entreprise. Et pour le salarié, par contre, la mise en place des dispositifs d'épargne salariale, là, c'est vraiment la garantie d'un accès finalement simple et pérenne à un dispositif d'épargne salariale. Simple parce que finalement, la mise en place et la gestion du dispositif sont complètement gérées par l'entreprise. Donc le salarié n'a pas de démarche administrative trop importante à réaliser. Et puis, une fois que le dispositif est en place, bien, comme on l'a dit, il peut décider de l'activer et d'épargner indépendamment des sommes que verse ou ne verse pas l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif aussi qui est pérenne pour le salarié et qui lui permet d'en bénéficier dans la durée. C'est aussi un outil finalement que l'entreprise met en place pour ses collaborateurs, parce qu'effectivement, quand une entreprise, c'est le cas d'Airparif, met en place ou un PER obligatoire ou encore un PERCOL, plan d'épargne retraite collectif, eh bien c'est aussi la possibilité pour le salarié de préparer sa retraite à sa mesure et de bénéficier, s'il le souhaite, de la défiscalisation bien connue aujourd'hui des épargnants qui le font allègrement sur des PER individuels. Donc voilà, c'est vraiment un tarif, l'accès à une solution qui est négociée par l'entreprise à des tarifs préférentiels pour ses salariés. Donc c'est aussi un avantage majeur, je dirais, des solutions. Donc il y a des avantages et fiscaux et sociaux. Pour le salarié, c'est principalement, on va dire, c'est un avantage économique déjà, parce que c'est un complément de rémunération, donc ça c'est important. C'est un avantage aussi fiscal pour ceux qui payent de l'impôt et qui veulent le défiscaliser en plaçant sur un PE et sur un PERCOL. Et puis pour l'entreprise, c'est aussi, même s'il y a un point que je dirai après, mais c'est aussi un moyen de mettre, je dirais, des revenus supplémentaires, des revenus additionnels, mais à moindre coût pour l'entreprise. Parce qu'avec des exonérations qui sont importantes en termes de charges sociales et même de forfait social, en l'occurrence. Donc il y a vraiment ce côté économique qui est un levier majeur en fait de l'épargne salariale. Et quels sont justement les effets pour les entreprises de ces dispositifs ? Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que bien évidemment, ces dispositifs ne viennent pas en concurrence avec les augmentations de salaire. Oui. Alors, dans une NAO, dans une négociation annuelle obligatoire, en fait, on en discute, on joue un peu. Par contre, la vocation profonde de l'épargne salariale, c'est de faire du plus pour le salarié. Et donc, en aucun cas, ça ne vient se substituer. C'est d'ailleurs écrit dans les premières lignes du texte de loi. Ça ne vient en aucun cas se substituer, effectivement, à des éléments de rémunération qui existent déjà. Donc, c'est un point important. Donc, deux choses qui me paraissent moins essentielles. C'est, un, tous les collaborateurs sont concernés. Enfin, la seule limite, c'est effectivement d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise. Et sinon, tous ceux qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail en bénéficient. Et deuxièmement, ça ne vient pas en concurrence avec des choses qui préexistent dans l'entreprise. Donc, c'est du plus pour le salarié. On vient de voir les différents avantages, Virginie, de ces dispositifs. Mais sur le plan pratique, quelles sont les clés de succès pour la mise en œuvre et la mise en place ? Par quoi on commence ? Alors, déjà, il faut le rappeler, cette mise en place d'une épargne salariale, c'est effectivement un enjeu stratégique. C'est une vraie définition de la place de la contribution des collaborateurs dans la valeur de l'entreprise et comment on partage cette valeur. Est-ce qu'on considère que ce sont les collaborateurs qui ont contribué à cette performance et à ce moment-là, on accepte effectivement d'en distribuer les bénéfices auprès des collaborateurs via ces systèmes de participation, d'intéressement. Et c'est surtout sur ces enjeux-là qu'il faut d'abord réfléchir en prenant le temps de bien comprendre aussi les enjeux de l'entreprise.
ces sujets, notamment par rapport aux attentes des collaborateurs. Bien évidemment, si vous proposez sur une start-up un plan d'épargne retraite, ça va peut-être pas avoir le même effet que si vous proposez effectivement un plan d'épargne d'entreprise avec des systèmes de participation, d'intéressement, sur lequel on peut tout à fait aussi expliquer d'ailleurs aux jeunes collaborateurs. On parlait de la génération Z qui peut ne pas se sentir concernée aujourd'hui par ces sujets-là, de leur expliquer que cette rémunération qui est un plus, c'est de l'épargne qui peut se faire sans aller sur leur rémunération directe. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir quelles sont les attentes des collaborateurs, quels sont leurs besoins par rapport à cette épargne salariale et de pouvoir y réfléchir. Et quand on est dans cette notion de « je réponds à un besoin de mes collaborateurs », c'est beaucoup plus facile d'aller vers le dialogue social, notamment avec les partenaires sociaux. Là, on est presque sur des points convergents finalement entre la direction qui souhaite partager cette valeur et la façon dont elle souhaite le partager et avec la voix des salariés qui est portée par les partenaires. Donc c'est vraiment, je pense, avant tout un enjeu stratégique et après un enjeu technique où là, effectivement, souvent, nous, RH, on se trouve un peu démunis parce qu'il y a des systèmes de calcul et autres. Et c'est peut-être là où, effectivement, on est, nous, au service RH, moins à l'aise sur le sujet. Peut-être que Jean-Luc aurait la réponse. Je crois que vous l'avez bien défini, en fait. Globalement, moi, ce que je valide complètement, c'est cette nécessité d'associer le plus tôt possible dans les réflexions des collaborateurs. Ce qui fait la clé de la réussite, clairement, en fait. Donc, je crois qu'en fait, quand on parle d'accord de participation, d'accord d'intéressement, il y a bien cette notion de concertation, d'échange et de s'accorder sur ce qui est important et ce qui l'est moins, en fait. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, cet échange, si je prends un peu de recul par rapport à ce que je vois sur le marché de l'épargne salariale, ce que je constate souvent, c'est que des dispositifs sont souvent mis en place, sont parfois mal vendus, mal expliqués aux collaborateurs, qui ne le comprennent pas forcément et ne l'utilisent pas. Et c'est des dispositifs qui ne vivent pas, qui ne sont pas maintenus. Donc ce dialogue, en fait, que vous évoquiez donc à l'instant dans la mise en place, en fait, s'accorder sur un dispositif, il doit perdurer, quoi. C'est vraiment cette maintenance, en fait, du dispositif qui est la clé, quoi, clairement. Est-ce qu'on peut, si on structurait tous ces avantages, etc., le formuler sur un modèle avec 3 points ou sur un triptyque, etc. Alors là, on parle effectivement de l'approche... oui, vous avez raison, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que ce dispositif est assez complexe en réalité parce que, en fait, on a le choix. Je suis chef d'entreprise, Jean-Luc est chef d'entreprise, il pourrait l'être. Et Jean-Luc décide effectivement de mettre en place un dispositif. Il peut décider de mettre en place un accord de participation. Oui. C'est mécanique. Et effectivement, dès lors qu'il est mis en place, il gagne de l'argent. L'entreprise en gagne en tout cas. Elle distribue sur une formule légale assez classique, qui pourrait être moins 10 ans. D'ailleurs, dans ce nouveau projet de loi sur le partage de valeur, on pourra verser moins quand on est une entreprise plus petite. C'est de la souplesse et c'est bon. En tout cas, participation, pourquoi pas. Un accord d'intéressement qui suppose ou de faire une formule... il y a des sites gouvernementaux qui permettent de faire des choses très simples, mais pour autant, c'est quand même une réflexion de fond sur quels sont les objectifs clés de mon entreprise, comment j'engage mes salariés, quels sont les indicateurs que je suis, est-ce qu'ils sont suffisamment lisibles, clairs, validés par mes collaborateurs. Ça, c'est des points qui sont des points importants. Donc, participation, intéressement, l'abondement, c'est aussi très simple à mettre en place. On peut très bien décider simplement de dire, si tu fais l'effort, monsieur le salarié, de verser sur un plan, PEI, Percoli, il y a le petit chez nous, eh bien, effectivement, moi, entreprise, je t'accompagne, je verse à tes côtés. Donc, accélérateur d'épargne. J'ai aussi la PPV, qu'on a connu avant et qu'on connaît aujourd'hui, avec quelques modifications qu'on pourrait évoquer. Mais en tout cas, ces choix-là, c'est pas forcément facile à faire pour un chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est véritablement de se poser, de réfléchir et parfois de se faire aider pour trouver le dispositif qui est le plus pertinent en concertation avec les salariés pour rejoindre le point qu'on évoquait. Mais le dispositif, finalement, peut s'envisager à travers différents prismes. Oui. Le premier, à mon avis, c'est déjà un prisme, on peut les prendre dans différents ordres, mais on peut voir déjà la démographie de l'entreprise. Comme ça a été évoqué à l'instant, si j'ai une population de personnes qui sont jeunes, elles vont être moins attachées, effectivement, à des dispositifs orientés retraite. Elles seront peut-être plus dans la consommation immédiate, en fait, le besoin de compléments pour le pouvoir d'achat, ça peut être ça. Donc ça peut être un indicateur. A contrario, une population de cadres avec un âge plus important, des enfants qui ont quitté le foyer fiscal, pourront être intéressés par une défiscalisation. Donc là, le PER aura toute sa vocation, en fait, tout son intérêt pour eux. Donc vous voyez, le premier prisme, on a dit donc le côté démographie. Oui. Un deuxième prisme qui est malheureusement économique, en fait. On est d'accord que pour répartir de la valeur, il faut en créer. Puis 2, en fait, il faut savoir jusqu'où on va dans le partage de cette valeur. C'est déjà 2 prismes.
Le troisième, c'est peut-être la temporalité. Toutes les solutions n'ont pas le même rythme de mise en place. Exemple concret, je mets en place un accord de participation cette année, en 2024. J'ai jusqu'à la fin de l'année pour le mettre en place et distribuer des primes sur la base de ce qui a été gagné en 2023, 31/12/2023. D'accord ? Si je mets en place un accord d'intéressement, je dois le négocier dans les 6 premiers mois de l'année 2024. Il devra être déposé dans les 15 jours, donc avant fin juin. Et il ne donnera ses fruits que quand on aura constaté les résultats 2024 pour un versement avant le 30 mai 2025. Voilà. Oui. Donc on n'a pas la même temporalité. Donc je synthétise. Effectivement, on va dire démographie, la typologie des salariés de l'entreprise. 2, les aspects économiques. Et 3, effectivement, cette notion de rapidité, de temporalité. Et sur les effets concrets, tout à l'heure, vous avez expliqué pour les entreprises, etc. Mais il faut aussi peut-être préciser que le taux de prélèvement peut varier aussi en fonction de la taille de l'entreprise. Je vais prendre un exemple très simple, en fait. Un salarié, effectivement, qui n'est pas imposé. Je ne suis pas imposable, je suis salarié d'une entreprise. L'entreprise va dépenser 100. Moi, je vais toucher, finalement, en net, à peu près 52. D'accord ? On voit quand même la déperdition qui est liée principalement aux charges sociales, principalement. Alors, qui ont leur vertu, c'est ce qui finance notre système de protection. Donc, donc il ne s'agit pas de remettre en cause. Oui, tout à fait. Si on est imposé avec un taux marginal d'imposition à 11%, on va passer en fait à un taux d'efficacité de 47%. On va descendre en fait à 37% si on est imposé à 30%. Donc, vous voyez, globalement, la situation des salariés, mais le niveau de charge fait que ce que je vais verser, en fait, sera peut-être peu, en fait, dans la poche de mon collaborateur. L'avantage de l'épingle salariale, c'est qu'on arrive à un taux de 90,3%. Il y a la CSG-CRDS qui perdure, mais on a un taux d'efficacité de 90%. Sur 100 que je donne, il y a 90,3 qui vont dans la poche du salarié. Donc, il y a quand même quelques intérêts, en fait, économiques derrière. Jean-Luc nous a exposé donc le dispositif à travers 3 prismes. Est-ce que c'est pas trop technique à mettre en œuvre quand on n'a pas de DAF ou de RH, ce qui est le cas de votre association? Alors, c'est technique. On a plutôt tendance à se mélanger les pinceaux entre les dispositifs quand on n'a pas l'habitude. Et les salariés encore plus. Ça nécessite effectivement d'avoir une communication interne importante et de rappeler assez fréquemment toutes les possibilités. Mais si on est bien accompagné, c'est pas très difficile. Il y a un formalisme à respecter au niveau déclaratif, et des respects de délai, comme l'a précisé Jean-Luc, avant le 30 juin pour un accord d'intéressement. Mais voilà, c'est avec un accompagnement d'un expert, ça se passe très bien et ça permet de développer le dialogue social dans l'entreprise et de montrer aussi qu'on veut partager les fruits de la croissance et des résultats vis-à-vis des salariés qui s'engagent avec nous sur l'atteinte des objectifs. Ce n'est donc pas très compliqué, Jean-Luc, et la loi a permis de simplifier les procédures. Elle les simplifie, et encore une fois, je pense qu'un chef d'entreprise n'est pas seul, en fait, pour ce genre d'opération. Il faut savoir se faire accompagner. Est-ce qu'il y a quand même des précautions à prendre, à mettre en place pour que tout fonctionne? Quels seraient les écueils à éviter, Virginie? Alors, je rebondirai effectivement sur la communication. Oui. Une mauvaise communication sur les dispositifs peut effectivement les rendre totalement inopérants vis-à-vis des salariés. Et cette communication, elle doit être prise voire même dès le recrutement, puisque c'est presque un levier d'attractivité aussi de proposer ces dispositifs de rémunération complémentaires dans le cadre d'un package, donc c'est important d'en parler. On en fait part dans nos propositions d'embauche de tous ces dispositifs, justement, parce que c'est aussi des éléments à prendre en compte. Et de fidéliser. Et ça permet aussi de fidéliser. Alors, il y a des obligations auprès de nos collaborateurs de transmettre les documents à l'embauche et à la sortie. Exactement. Ce qui peut effectivement sembler être une formalité administrative en plus, mais effectivement pouvoir communiquer sur ces sujets et tout au long de la vie du collaborateur au sein de l'entreprise, c'est important, puisque ce n'est pas parce que le collaborateur quitte l'entreprise
qu'on coupe aussi son plan d'épargne d'entreprise en plus. Donc c'est important de leur donner ces éléments-là. Et donc oui, effectivement, je pense que la communication sur ces sujets, c'est aujourd'hui un vrai enjeu pour les services RH aussi, de s'en emparer, de communiquer, puisque c'est aussi parler de la stratégie de l'entreprise et puis de rappeler que l'entreprise s'engage aux côtés des collaborateurs en distribuant aussi la croissance, en distribuant les fruits de la performance collective qui est finalement la contribution de tout à chacun au sein de l'entreprise. Donc, je dirais le manque de communication, le manque de transparence, d'un point de vue RH, aurait effectivement un impact plutôt négatif sur un dispositif qui, à l'origine, est très positif. Et l'accompagnement aussi est très important. Pour moi, c'est clé. Alors, quand on parle de l'accompagnement, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est dans la phase amont, en fait. Donc, l'analyse des besoins de l'entreprise et puis l'élaboration du dispositif qui est la plus pertinente par rapport aux objectifs de l'entreprise, véritablement, à ses contraintes. Donc ça, c'est le premier point. Il y a l'accompagnement aussi, effectivement, dans la mise en place et la communication vis-à-vis des collaborateurs. Parce que je pense que il y a un temps fort, forcément, quand on met en place un dispositif, c'est cette communication que l'on fait et qui doit être assez pédagogique et simple pour expliquer comment en fait on peut utiliser dans les meilleures conditions son plan d'épargne entreprise, également son plan d'épargne retraite sur le plan des fiscalisations. Donc tout ça fait partie effectivement des facteurs différenciants, en tout cas des clés de réussite, des facteurs clés de succès de la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale. Quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise qui voudraient mettre en place tous ces dispositifs, Christophe ? Il faut y aller, c'est intéressant, permet aussi de renforcer l'attractivité de l'entreprise et de plutôt valoriser d'autres formes de rémunération que le salaire brut ou net à la fin du mois. Enfin, tous ces avantages, c'est important aussi pour les salariés de bien les avoir en tête. C'est pour ça que chez nous, à Airparif, on a mis en place un bilan social individuel qui permet à chaque salarié d'avoir en fin d'année l'ensemble des avantages qu'il a pu percevoir au-delà de sa rémunération brute. C'est des petits fascicules qu'on distribue à chaque salarié et qui reprend la rémunération directe, la rémunération différée qu'il a, ce qu'on verse aussi pour sa protection sociale, santé, puisqu'on va au-delà de ce que la loi nous oblige. On est à 85% de prise en charge de la cotisation santé. On récapitule les actions de développement des compétences et tout ça, c'est un petit flyer que le salarié reçoit chaque année lorsqu'on a finalisé l'ensemble de nos calculs et du calcul de l'intéressement quand il y a lieu. Et ça permet aux salariés de bien identifier tous les autres avantages extra-salariaux, mais qui sont intéressants à mettre en place. C'est important de communiquer en permanence là-dessus, en fait, de revenir. Je pense. Oui, alors ça fait 5 ans qu'on l'a mis en place. Bilan social individuel. Un bilan social individuel, ça fait 5 ans qu'on l'a mis en place. On a soit des retours indifférents, ou pas de retour du tout, mais on continue à vouloir le maintenir parce qu'on pense que c'est intéressant de le valoriser vis-à-vis de nos salariés. Et j'ai une petite anecdote récente, un technicien chez nous qui s'est fait approcher par une autre société pour trouver un autre travail, qui n'avait jamais trop prêté attention à ce qu'on lui distribuait et qui, au moment de négocier son salaire, il a repris les éléments qu'on distribuait, tout ce qui était au-delà de la rémunération. Et il a fait sa petite comparaison avec la proposition qu'il avait. Et finalement, ce BSI lui a bien servi à bien faire la comparaison entre nos propositions en termes de protection sociale, de rémunération différée, et les propositions que son ex-futur employeur, je devrais dire, puisque lui proposait, et il s'est finalement rendu compte que Airparif, il y avait plein d'avantages, et donc ce BSI a quand même une vertu pédagogique intéressante. On est bien là au cœur de l'engagement et de la fidélisation dont on parlait tout à l'heure. Si je peux juste compléter sur le BSI, je trouve aussi que c'est un très bel outil managérial pour parler de rémunération. C'est souvent des sujets un peu tabous où les managers ne sont pas toujours très à l'aise pour évoquer ces sujets. Et du coup, c'est un très bel outil de transparence et de vision globale des éléments de rémunération à partager entre le manager et son collaborateur. Ça aide beaucoup les managers à évoquer ces sujets-là avec leurs salariés en entretien individuel. Tout à fait. Ça évite de dire que c'est juste un sujet RH. C'est ça. Oui, tout à fait.
On parle beaucoup depuis tout à l'heure, Catherine, de finances, de placement. Quelle est la légitimité d'une mutuelle d'être présente sur ce sujet financier ? Je crois que Christophe l'a dit. En fait, Harmonie Mutuelle, c'est vraiment un acteur légitime de la protection sociale, un acteur reconnu. Et la protection sociale, on l'a dit, c'est effectivement les sujets de complémentaire santé, de prise en charge des soins, mais pas que, et je dirais même et surtout, la protection sociale, c'est un sujet de protection financière. Il est important de pouvoir accompagner les individus tout au long de leur vie, quels que soient les aléas, quels que soient les imprévus qu'ils rencontrent ou quels que soient leurs projets aussi. Et donc, effectivement, la protection sociale et notamment les dispositifs d'épargne salariale, mais même aussi les dispositifs de prévoyance, permettent d'accompagner les salariés tout au long de leur vie. Et préparer sereinement son projet de vie, préparer que ce soit, on en parlait tout à l'heure, un achat immobilier ou même un projet de voyage, oui. Ça en fait partie. Et préparer sereinement son départ à la retraite ou savoir faire face à un imprévu qui va arriver, c'est un sujet important de protection sociale. Et côté entreprise, l'ambition, c'est aussi d'être un partenaire des entreprises pour les accompagner dans la mise en place et dans le suivi de tous ces dispositifs de protection sociale vis-à-vis de leurs salariés. Vous vouliez ajouter je voulais compléter en fait, parce que finalement, fondamentalement, le métier que l'on fait quand on est Harmonie Mutuelle, finalement, c'est on encaisse des cotisations et l'idée, c'est aussi de les gérer, quoi. Donc la gestion d'actifs, c'est notre cœur de métier. Donc ça veut dire que ce que l'on propose aujourd'hui à des gens qui viennent chez nous pour faire de l'épargne salariale n'est rien de plus que la transposition de ce qu'on fait déjà pour nous depuis des années pour valoriser les sommes qui nous sont confiées par nos adhérents. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Quel serait, Christophe, si on devait résumer ce webinaire, quel est pour vous l'atout majeur de l'épargne collective ? L'épargne collective, c'est un levier fort d'attractivité de l'entreprise. C'est aussi récompenser les salariés qui s'engagent, on parle d'engagement, qui s'engagent dans la réussite et l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés collectivement. C'est un levier très intéressant de renforcement de l'attractivité de notre entreprise, tout à fait. Vous êtes d'accord, Catherine ? C'est vraiment un levier d'attractivité extrêmement fort. Oui, complètement. De toute façon, on a un triptyque santé, prévoyance, épargne salariale qui est vraiment majeur dans l'attractivité et dans la fidélisation des salariés. Alors, la complémentaire santé est rentrée depuis longtemps dans les éléments un peu centraux de la politique de rémunération, mais la prévoyance et l'épargne salariale sont maintenant aussi des leviers majeurs. Et puis, on le disait tout à l'heure, mais au-delà de ce levier d'attractivité et de ce levier de fidélisation, c'est aussi un formidable vecteur de dialogue au sein de l'entreprise, que ce soit avec les partenaires sociaux ou avec les salariés en direct. Et donc, forcément, qui dit dialogue dit création d'engagement, normalement. Et sur le plan pratique, Jean-Luc, quelle serait la clé du succès ? Alors la clé ou les clés, déjà s'en occuper rapidement, parce que je pense que c'est une opportunité que d'en reparler aujourd'hui. Vraiment, j'en suis persuadé. Je crois que c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène, si tant est qu'il l'avait quitté, mais qui nécessite effectivement qu'on s'en occupe véritablement, parce qu'il y a des vrais leviers activés au niveau des entreprises. Et après, je crois qu'en fait, c'est une vraie opportunité aussi de nouer ou de renouer en fait un dialogue avec les salariés sur la stratégie et comment est-ce qu'on bâtit ensemble en fait cette notion de partage, de sort en fait au-delà du partage de valeur en fait qui est important. Un dernier mot, peut-être de la fin, Virginie, au chef d'entreprise, au DRH qui nous écoute aujourd'hui. Alors, je vais peut-être résumer ce qui a été dit. Finalement, c'est l'engagement et l'épargne salariale, en tout cas, c'est un levier d'engagement. Mais c'est aussi finalement le résultat de cet engagement. L'engagement va contribuer à la performance collective de l'entreprise. Cette performance va être génératrice de croissance, de bénéfices qu'on va naturellement redistribuer aux collaborateurs en forme de reconnaissance de cet engagement. Donc finalement, c'est presque un cercle vertueux de par l'épargne salariale, de contribuer à l'engagement, de favoriser cet engagement, de reconnaître cet engagement. Donc c'est là où effectivement les dirigeants et avec notamment les services RH qui vont les accompagner sur ces sujets, c'est un vrai enjeu aujourd'hui qu'il faut qu'on active en plus des autres leviers d'engagement pour qu'on puisse vraiment continuer à fidéliser nos collaborateurs et continuer à attirer aussi les futurs talents dans les entreprises.
Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités pour parler donc de ce sujet crucial, on l'a bien compris, donc l'épargne salariale et retraite. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Harmonie Mutuelle. Merci beaucoup à tous.